Salut Clément et bonjour à tous Salut pour Romain. ce nouveau format type masterclass. On a pas mal de clients, HR généralistes, recruteurs internes qui nous ont demandé un peu quelques tips, de formaliser quelques tips sur des sujets un peu particuliers. Il y en a un qui revient souvent, c'est la négociation salariale Ouais, côté entreprise. ok. Et on s'est dit qu'avec tous les recrutements que vous faites, tu dois avoir une bonne idée Ouais, avec bien quelques sûr. conseils à donner. Oui, bien sûr. On a, heureusement d'ailleurs, beaucoup de closing. Mais oui, donc là, on le fait du point de vue entreprise. Je pense que c'est important parce qu'on pourra le faire aussi du côté candidat. Mais là, on va se mettre, OK, comment une entreprise peut réussir sa négociation au mieux. Ouais, ok. Et alors du coup, juste pour remettre un peu dans le contexte, la partie sourcing a été faite, il y a du screening, il y a les entretiens, etc. Et là, la négociation salariale arrive. Et c'est intéressant parce que c'est souvent le moment où le RH, enfin c'est souvent le premier moment où le RH, il commence à vraiment être dans une posture de négociation. Est-ce que, enfin, c'est ça ce que tu notes? Est-ce que c'est la bonne posture? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, alors, je pense que tu as la réponse à cette question, mais typiquement, un closing pour moi, commence dès le début. Ok. C'est-à-dire que là, ce que tu viens de dire, effectivement, c'est pour moi une des plus grosses erreurs sur un closing et une négociation salariale, c'est de penser que ça va commencer au moment où en fait on a envie de travailler ensemble. Mm-hmm. En fait, tu as plein d'étapes à valider avant pour être sûr que une fois que tu arrives sur cette étape-là, tu sois dans les meilleures conditions. Nous, on aime bien utiliser l'image de la patinoire. Ok. En fait, plus tu vas gérer, plus en fait tu vas arriver sur la patinoire et plus ça va bien se passer. Mm-hmm. Sinon, tu arrives, tu n'as jamais fait de patin et en fait, directement, c'est le gadin, quoi. Ok. Donc nous, en fait, on le voit en 3 étapes. Le closing, enfin la négociation, côté entreprise. Mais c'est la même chose côté candidat. Et c'est un peu comme une partie d'échec. Je ferai l'analogie, mais rapide, mais en gros, tu as l'ouverture, le début de la partie. C'est là où tu places tes pions. Le milieu de partie, c'est là où tu commences à jouer. Et la finale, là où vraiment tu prends l'ascendant ou pas. Bon, il n'est pas question de prendre l'ascendant sur quelqu'un dans une négociation. Mais en tout cas, c'est là où ça va se terminer, c'est closing. Mm-hmm. Donc en fait, il faut bien cadrer chaque étape pour arriver à faire le meilleur closing. Et je pense que ça va être intéressant qu'on voit ensemble ces 3 étapes. Ok, donc du coup, et ce qui est intéressant, parce que c'est aussi un peu plus contre-intuitif, l'ouverture, c'est ce qui est l'étape la plus éloignée du moment où on va vraiment se parler d'argent. Comment ce truc-là, toi, l'ouverture quand tu es une entreprise, pour moi, tu dois commencer déjà, c'est la base, mais définir un budget précis. Ouais. Tu vois, il y a beaucoup d'entreprises qui disent on verra, selon les candidats, on pourra ajuster le budget. Ce qui est peut-être vrai. Très souvent, tu te rends compte que c'est pas vrai. Tu as un budget en tête. Donc, plus tu vas être cohérent sur ce que tu vas pouvoir faire, plus déjà, ça va être facile. Donc ça, il faut le travailler en amont. Tu dois, avant de te lancer sur un process qui va durer 6 mois, voir en interne, OK, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en termes de budget, qu'est-ce qu'on ne pourra pas faire. Et nous, on conseille déjà d'identifier les solutions. C'est-à-dire, si jamais j'ai un super candidat qui est un peu plus cher, qu'est-ce que je peux lui proposer? Est-ce que c'est une bonus? Est-ce que c'est une revalorisation salariale après la période d'essai? En fait, plus tu vas anticiper ça plus tôt, plus tu as de chance en fait, de bien placer tes pions. Là, je reviens aux échecs. Et plus tu as de chance en fait, d'arriver sur la patinoire et toi, tu sais déjà où tu vas. Ok. Donc, pour moi, dès l'ouverture, en fait, ça va vraiment être de bien travailler sur ton budget et bien travailler aussi sur quel budget tu vas allouer à quel type de candidat. Ok. Typiquement, si j'ai tel type de candidat, ça sera tel type de budget. Tu peux juste préciser quand tu dis type de candidat? Niveau de compétence, niveau d'expérience et de seniorité. Ok. Souvent, ça va jouer là sur un budget. C'est les critères qui vont faire que tu vas faire évoluer ton budget. Ok. Le budget, dans un marché un petit peu inflationniste comme on a de temps en temps, parfois il y a des RH qui comparent et qui benchmarkent par rapport aux personnes qui sont déjà dans l'équipe. C'est quoi ton avis là-dessus? Alors, mon avis, c'est que c'est pas forcément une bonne pratique, mais tu es obligé de le faire. Donc en fait, je conseillerais de le faire. Parce que ce que tu veux pas, effectivement, c'est faire rentrer quelqu'un dans ton équipe et ne pas avoir benchmarké. En revanche, l'aligner sur les personnes que tu as déjà dans ton équipe, c'est peut-être là où c'est pas la bonne façon de faire. Logiquement, imaginons dans ton équipe, t'es pas au niveau du marché, tu devrais plutôt avoir tendance à revoir le salaire dans ton équipe avant de revoir celui qui arrive, quoi. Et bon, je comprends que ça soit pas toujours facile, mais il faut benchmarker par rapport à ce que tu as dans ton équipe parce qu'in fine, ça va définir l'équité dans ton entreprise. Donc en tant que RH, tu dois t'assurer que ta politique elle soit cohérente.
L'autre question qu'on nous pose souvent, et d'ailleurs, je crois qu'il y a une réglementation qui est en train d'arriver sur les ranges. Est-ce qu'il faut mettre les ranges du point de vue entreprise, nous, très concrètement, ce qu'on voit, et nous, on ne conseille pas. Ce qui est marrant, parce qu'on est très transparent. Par contre, sur le range, on ne conseille pas forcément de le mettre. La raison numéro 1, c'est que les candidats l'interprètent pas très bien. Ça fait un candidat, toi Romain, tu vois, alors peut-être pas toi Romain, mais prenons ton exemple. Je te mets un range compliance officer 90-100. Là, tout de suite, tu es ancré sur 100. Mais si in fine, je te propose le 90, tu vas savoir qu'en fait, tu as laissé de l'argent sur la table. Donc en fait, le range, par définition, il va ancrer quelqu'un sur la tranche haute. Donc soit je mets un faux range, imaginons je mets 80-90, alors qu'en fait 80, je ferai 90. Mais si je mets un vrai range, c'est-à-dire si j'ai un profil comme ça, je lui donnerai 90. Si j'ai un profil comme ça, je lui donnerai 100. En fait, le candidat, il va s'ancrer sur le plus haut, quoi qu'il arrive, parce qu'il ne veut pas laisser de l'argent sur la table. Et ça va être compliqué de lui expliquer que, en fait, tu vois, alors oui, le range, c'était 90-100, mais toi, tu serais plus 90. Ok, intéressant. Cette réglementation, bon, on verra quelle forme ça prend et comment, justement, on va jouer avec ces paramètres-là. Elle a aussi un bienfait qui est de pouvoir se benchmarker par rapport à un marché. Finalement, un RH, comment il trouve de l'info pour savoir s'il est dans le marché, pas dans le marché. Le RH ? Ouais, l'entreprise. Enfin, l'entreprise, il y a des études qui sortent régulièrement. Je pense qu'ils peuvent discuter aussi entre pairs. Faire appel à une agence. Honnêtement, nous, évidemment, on a quand même des infos assez précises sur les salaires. Donc oui, il y a quand même des façons de se renseigner sur le marché. En général, les RH sont quand même assez bien renseignés sur les salaires. Franchement, les professionnels RH, oui. Les hiring managers, un peu moins. Ils ne sont pas toujours à jour. Tu penses que c'est important que le hiring manager connaisse les salaires des personnes sur l'équipe ? Ouais. En fait, moi là-dessus, je suis hyper transparent. Je te dis pas, sur une entreprise de 2000 personnes, tout le monde doit savoir le salaire de tout le monde. Je comprends que c'est pas toujours possible, envisageable, parce qu'il y a plein de niveaux de seniorité différents, il y a eu des époques différentes, voilà. Moi, je suis plutôt du principe que plus tu es transparent sur les salaires, mieux c'est. Moi, j'aime bien typiquement les environnements type Big Four ou les startups, où en fait, chaque grade a un salaire. Ok. Quel que soit ton... En fait, chaque niveau de responsabilité correspond à un salaire. Après, je comprends qu'en pratique, c'est difficile à appliquer dans certains cas. Et à maintenir dans la durée. Ok. On a parlé de l'ouverture. Maintenant, peut-être passer à la partie milieu de jeu pour regarder ta métaphore des échecs. Donc, qu'est-ce qui est important sur la partie négo et closing de cette phase-là ? Milieu de jeu, ça veut dire que, en fait, milieu de jeu, pour moi, ça commence dès les entretiens. Et je considère que le screening, c'est-à-dire la préqualification, est un entretien. Donc, toi, en tant que RH ou hiring manager, dès le premier entretien, tu dois poser la question sur quelles sont les prétentions salariales du candidat. Ouais. En fait, si tu le demandes pas, forcément, tu repousses la peur de ne pas tomber d'accord pour plus tard. Donc, tu dois poser la question ouvertement. Tu as des candidats qui veulent pas répondre, c'est ok. Quand c'est comme ça, tu dois leur expliquer pourquoi. Écoute, le but de faire ça, c'est de te rassurer, de ne pas te faire perdre du temps, et même pour toi, en fait, tu vas avancer dans un process où tu auras été transparent dès le début. Ouais. Là, tu as deux... c'est en étoile. Soit le candidat, il comprend, il te donne ses prétentions, soit il te dit toujours non, mais moi, je vous donne pas mes prétentions. Ok. Donc, en gros, c'est comme au poker, tu dois tirer le premier. Quand c'est comme ça, donc tu donnes ton budget. Sachant que, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu voulais pas forcément donner ton budget pour pas ancrer le candidat sur une tranche. Ouais. Et là, vu qu'il t'a poussé franchement, tu veux pas rester, bloqué. Et tu lui dis, écoute Romain, je comprends, je vois le jeu que tu es en train de faire, pas de problème, je vais te donner le budget. Par contre, sache bien que quand je te dis que c'est 90-100, tu seras pas forcément sur les 100. Les entretiens vont nous aider à décider, et voilà. Donc la tranche, elle est comme ça. Ça va dépendre de ton niveau d'expertise, d'expérience que tu vas pouvoir démontrer pendant les entretiens. Ok, tu prends la précaution explicite de comme toi, tu n'as pas voulu me donner ton salaire, je tire le premier. Je te donne le budget. Mais je garde la main sur la fourchette. Je te dis, attention, je te donne la fourchette, mais sache que normalement, je ne la donne pas parce qu'elle est mal interprétée. Mais toi, je te fais confiance, tu vas bien l'interpréter. Et une fois que j'ai fait ça,
comme j'ai tiré le premier, là je te dis, bah écoute, du coup Romain, je t'ai donné la fourchette, tu te situes comment par rapport à la fourchette? Ok. Et là, si vraiment tu ne me redonnes pas ton salaire à ce moment-là, on a un problème. On a une question de confiance en fait. C'est une question de confiance. Mais tu vois, en fait, c'est pour ça que pour moi, tu peux pas arriver à le candidat n'a pas donné son salaire et l'entreprise n'a pas donné son budget. On est à l'aveugle. C'est pas possible en fait, ça n'arrive pas. Ok. Qu'est-ce qui se passe quand on a un candidat qui est identifié comme un peu au-dessus du budget dans ces phases-là? Ouais. Bah alors, je pense que c'est ta responsabilité de voir par rapport à ton budget si tu vas pouvoir y aller ou pas. Je pense que si tu sais déjà que tu ne peux pas y aller, je pense qu'il faut le dire au candidat. Et dire, écoute Romain, tu demandes 100. Tu demandes 110. Nous, on peut faire 100 maximum. Qu'est-ce qu'on fait? Toi, tu peux poser la question comme ça. Qu'est-ce qu'on En amont même de tous les entretiens, c'est-à-dire dès les premiers échanges, en fait, Oui. avant de se lancer dans un processus qui va prendre du temps à tout le monde, poser le truc sur la table. Si tu sais que tu as un budget contraint, de toute façon, en fait, tu vas avoir le blocage à un moment. Donc, il vaut mieux dire, écoute Romain, tu as un super profil, tu demandes 110. Là, le budget, pour l'instant, il est 100, pour telle raison. On a vérifié l'équité au niveau des employés. Et donc, nous, on pourra te proposer 100. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Donc, nous, si on sait qu'il y aura un blocage sûr à 100%, on préfère amener le go-no-go tôt, plutôt que de faire avancer le candidat et d'avoir la déception in fine s'il n'avait pas de flexibilité. Parce qu'en général, le candidat, et on verra après, je pense qu'on fera une formation sur comment donner tes attentes en tant que candidat, souvent, ils vont avoir tendance à donner un chiffre. Donc si toi tu me dis 110, logiquement, si tu négocies bien, tu ne vas pas donner ton minimum. C'est pareil en négociation pour 101, hein, mais je sais que j'ai une petite marge. Donc logiquement, quand tu fais ce go-no-go, tu te rends compte qu'en fait, le candidat, il y a une petite marge. Il a un prix de réserve. Ouais. Ok. Alors après, c'est un point important, et j'ai vu ça récemment. Des RH qui demandaient, dès le premier entretien, quel serait le minimum acceptable pour vous. But en blanc. Prix de réserve. Quel est ton prix de réserve? Ça, honnêtement, nous, on ne pose pas cette question-là. Je la trouve assez agressive. Trop agressive, trop cash. On n'en est pas là, en fait, dans la... Oui, en fait, ça crée un déséquilibre by design, quoi. Ouais, exactement. Tu vois, c'est comme si je te disais, du coup, quel est ton budget maximum? Tu vois, en fait, cette question-là, elle est intrusive et elle va trop loin. Ouais. Je pense qu'on va y arriver, mais attention, laisse-moi quand même... ça reste une danse. Si tu es avec un CEO, tu lui dis quel est ton prix de réserve pour venir, il va te dire, écoutez... oui, c'est vrai que... Enfin, tu vois, il faut quand même... C'est important de gérer les attentes. Par contre, demander tout de suite le prix de réserve, je trouve ça un peu direct. Ça va trop loin. Ok. Et après, donc là, on a parlé un petit peu de ce que tu sécurises au début. Après, donc le milieu de partie, donc le milieu de jeu, c'est finalement tous les entretiens. Hein. Ouais, c'est à chaque étape, tu revalides. Ok. Explicitement. Ouais. Donc nous, on le fait en tant qu'agence. Salut Romain, comment s'est passé ton entretien? Donc on prend ton feedback. Et on pose toujours 3 questions. Est-ce que tu te vois travailler avec la personne? Est-ce que je lui dis que tu es motivé? Et est-ce que tes attentes salariales sont toujours les mêmes? Je te les rappelle, pour info, tu m'avais dit 100 000 €. Et en fait, logiquement, tu me dis oui. Alors, parfois, on a des surprises. Et logiquement, tu me dis oui. Et en fait, en faisant ça, je t'ancre. En fait, toi, tu sais que tu avances et que tu joues pour 100 000 €. Attention. Si jamais tu as 80 ou 90, c'est là qu'il faudra bien gérer. Si moment on va te le dire. Mais sinon, toi, tu es ancré. Okay. C'est-à-dire qu'en général, si je te dis à chaque fois tu veux combien, tu me dis 100, je te donne 100. Il n'y a pas de sujet. Tu arrives sur la patinoire, tu as donné ce que tu voulais. T'es Candeloro, quoi. Ok, j'aime bien la métaphore. On a fait l'ouverture, on a fait le milieu de jeu. Arrive la finale, finalement. C'est quoi quand on tient notre champion, là? Comment on fait? Quand tu es une entreprise, donc, pour nous, la meilleure méthode, c'est tu fais une offre à l'oral. Tu appelles le candidat, tu lui expliques pourquoi tu l'as choisi, tu lui expliques pourquoi tu lui fais cette offre-là. Meilleure façon de faire. Et ensuite, tu fais l'offre à l'écrit. Ok. Ensuite, tu as 4 scénarios. Qui sont toujours les mêmes, quoi qu'il arrive. Donc, soit tu as fait une offre alignée. Je demandais 100, j'ai 100. Voilà. Soit tu as fait une offre en dessous. Quel est le candidat, soit il accepte, soit il refuse. Et ça te fait 4 scénarios. Donc, en gros, offre alignée et le candidat accepte.
Deux choses. C'est-à-dire, toi, tu m'avais dit 100, je t'ai fait 100. Donc, en gros, là, la société a respecté tes attentes. Tout le monde est content. Et ça, c'est un scénario que nous, on adore. Mm-hmm. Bah, ça veut dire qu'on a filé, que tu as filé le point de A à Z. Ça, c'est la meilleure partie d'échec. En gros, depuis le début, dès l'ouverture, en fait, tu étais sûr de gagner dès le début. Ça, nous, on est en général, 70-80% de nos recrutements se terminent comme ça. Okay. Parce qu'il y a cette précaution systématique. Ensuite, il y a, tu fais une offre en dessous et il accepte. Okay. Typiquement, tu avais demandé 110, ils t'ont fait 100, tu as accepté. C'est possible, soit parce que toi, tu avais en fait un prix de réserve plus bas, tu ne nous l'avais pas dit, ok, mais l'entreprise a pris un risque. Tu vois, l'entreprise a pris un risque. Attention, si tu voulais vraiment 110 et que tu as accepté 100, le candidat, il va rester ouvert aux opportunités et tu peux être quasi certain qu'il va te demander une contrepartie. Dans le futur, il va te redemander une revalorisation salariale. Dans un an, il va être à l'écoute du marché. Si jamais il voulait vraiment 110 et que tu lui as fait 100 et qu'il a accepté, potentiellement, tu es quand même un peu à risque. Ok, très clair. Donc en fait, ce truc-là marche que si on arrive à settler au moment de la négociation, quelle est la contrepartie qui va avec les 10 d'écart. C'est-à-dire, soit c'est parce qu'il y a un projet ou il y a quelque chose qui vient compléter ce qui manquait au départ. Mais si c'est pas settlé, ça reste ouvert. Sauf si le candidat avait effectivement un prix de réserve et il avait, entre guillemets, bien négocié. C'est-à-dire qu'il t'avait amené sur du 110, alors qu'en fait, il voulait ça. Tu vois, dans ce cas-là, pas de problème, tout le monde est content et t'as bien fait de lui faire foi. Super. Ça, c'est les scénarios où il accepte. Du coup, tu as les scénarios où il n'accepte pas, où tu pars à la négo. C'est-à-dire, tu as fait une offre en dessous et il n'a pas accepté. Là, tu as plusieurs cas de figure. Donc, c'est toi qui as pris un risque, parce que tu as fait une offre en dessous, tu l'as ancrée, et c'est toi qui prends le risque de le faire en dessous, et il te dit « Eh non, je t'ai dit 110, tu me fais 100, je voulais 110 en fait. Qu'est-ce qu'on fait ?» Donc là, attention. Tu as deux cas. Soit tu as rupture de confiance, le candidat ne veut pas négocier. Il dit « Écoute, je te comprends pas, tu m'as demandé 4 fois, je t'ai dit 110 à chaque fois, tu me fais 100. » Comprends que j'ai plus envie. J'ai plus envie même de discuter. Évidemment, nous, on va essayer de faire en sorte que le candidat, tu vois, il se braque pas. Mais ça arrive. Ça arrive, malheureusement, c'est très rare. Mais c'est arrivé assez récemment. Le candidat, tu vois, pour 10%, il se braque. Non, mais merci, mais je négocierai même pas. Ok. Et deuxième solution, le candidat part à la négo. Je pense qu'on pourra en parler tout à l'heure. C'est quoi pour nous la meilleure façon de négocier? Mais pour l'entreprise, quand le candidat part à la négo, en fait, tu as quelques conseils, quelques tips importants là-dessus pour côté entreprise? Oui, bien sûr. Peut-être je te fais le dernier scénario et après je te parle du protocole que nous on a mis en place, qui fonctionne bien. Et du coup, tu as le dernier scénario, donc tu fais une offre alignée et le candidat refuse. Donc là, c'est plus Romain, donc tu nous as dit 110, on t'a fait 110 et tu refuses. Là, c'est plus l'entreprise qui a un breach de confiance et dire attends, en fait, Romain, on ne comprend pas. Donc là, souvent, ça veut dire que soit tu as joué un double jeu. Peut-être pour des bonnes raisons, tu peux avoir d'autres process. Ou je vais chercher l'augmentation chez mon employeur actuel. À contre-offre. C'est en général les deux scénarios les plus probables. C'est assez rare que ça soit juste d'aller négocier pour négocier parce que tu t'es réveillé un matin et tu te dis non, je voulais pas 110 mais 120. En général, c'est parce que tu as eu des nouveaux éléments qui font que tu peux négocier. Et donc tu pars à la négo. Mais tu pars à la négo en tant que candidat. Attention, tu vois, c'est toi quand même qui joue un jeu assez dangereux. Tu vas pouvoir jouer mais une fois. Ouais, exactement. T'as un ticket, mais... tu joues déjà sur des œufs, quoi. Ouais, et après, ça peut avoir un impact, de ce que je comprends ce que tu dis, sur l'intégration. Ouais, puis sur la future relation que tu vas avoir avec ton employeur, surtout si tu ne délivres pas. C'est-à-dire que tu voulais 110, on t'a fait 110, tu me dis attends, en fait, non, je veux 120. Ok. Et imaginons, on va parler de la négo après, ça marche. Alors, fin de période d'essai, si ça n'a pas délivré, et j'ai envie de te dire, on se rappellera de ce moment-là. Même à 15 jours, je pense qu'on va t'attendre, tu vois. En tout cas, tout le monde va te rappeler de toi, parce que forcément, quand tu négocies, ça implique quand même plusieurs niveaux de signature. Enfin, c'est pas si anodin. Ok. Donc, tu as dit, là, on est dans deux scénarios qui sont des scénarios de négo. Du coup, c'est quoi le protocole
de négo, s'il y a un refus d'offre, comment on Écoute, dérisque? alors, quand nous on arrive sur une négo, ce qu'on met en place si tu veux, c'est logique, mais by design, c'est toujours le candidat qui refuse. Forcément, c'est lui qui reçoit l'offre, donc c'est lui qui refuse. Donc c'est toujours au candidat de formaliser un refus. Ce qu'on dit au candidat, nous, et ce qu'on préconise aux entreprises, c'est que le candidat, quand il refuse, il soit précis. À la fois sur le pourquoi et sur le comment. C'est-à-dire, écoute, vous m'avez fait, imagine, tu demandais 110, on t'a fait 100, tu vas dire, bah écoutez, en fait, je me suis bien renseigné avec le marché, j'ai tant d'expérience, mes compétences c'est ça, je me suis renseigné sur les sources externes, internes, pour moi, je pense que je vaux 110. Tu dois être précis sur ce que tu veux. Sur ce que tu veux, qui n'est pas forcément du financier. C'est-à-dire que si jamais on n'arrive pas à avoir du financier, ce que tu dis, c'est que ce que je comprends, c'est que le candidat, il doit être précis sur ce qui pourrait compenser le delta. Alors oui, mais c'est complètement d'accord. Après, parfois, c'est là où tu dois être très précis même sur ce qui est non financier. Parce que comme c'est pas factuel, comment tu monétises, je sais pas moi, une demi-journée de télétravail, un jour de télétravail? Moi, j'en sais rien, en fait. Peut-être que pour toi, ça vaut 10 000 euros, 20 000 euros. Enfin, en fait, je sais ça, que c'est au candidat de formaliser ça. Précis, tu vas pas me dire, bah, je veux plus de télétravail. Ou, bah, ok, t'en veux combien? Ouais, c'est ça. Plus tu vas être précis, toi, en tant que candidat, plus la négociation va être simple. Il faut bien comprendre que t'es pas... Tu vois, la différence peut-être d'une négociation... tu vois, souvent, on voit des bouquins sur des négociations d'otages. C'est des trucs qui durent 6 mois. Enfin, là, honnêtement, une négo comme ça dure 15 jours. Il y a un essai. Ouais. Nous, ce qu'on voit en général, tu as un aller-retour, maximum 2. Mais t'es pas parti sur 6 mois de négo, tu vas pouvoir négocier. Attends, en fait, les tickets resto. Ah bah attends, si tu peux pas... Non. T'es pas en train de négocier des otages sur 6 mois avec des enjeux stratosphériques. T'as une entreprise, t'as un candidat. L'entreprise, elle va vite se braquer quand même dans ce process-là. Franchement, ouais. On voit assez souvent. Ok. Donc, ce qu'on dit au candidat, c'est tu dois être précis sur tes attentes. Tu as un seul essai. Tu ne pourras pas faire des allers-retours sans arrêt. Également, tu prends un risque. C'est-à-dire que si c'est toi qui es en train de négocier, donc tu prends le risque que l'entreprise dise bah, merci, mais non merci. Là, en tant qu'entreprise, tu dois rester ouvert. C'est-à-dire, tu ne dois pas fermer le canal de communication. S'il est en train de négocier avec toi, bah, tu dois forcément quelqu'un dans ton entreprise qui doit pouvoir lui répondre. Si tu es intéressé, hein, sinon ça veut dire non. Et bah, tu dois proposer des solutions. Donc les solutions, c'est souvent les mêmes. Hein. C'est signing bonus, revalorisation après la période d'essai. Ça fait des avantages non monétaires. Écoute, on va effectivement de la flexibilité, du télétravail. Mais tu dois essayer, en tout cas, si tu as envie de travailler avec la personne, de trouver des solutions. Idéalement, comme si tu as bien suivi ce protocole-là, il a été précis dans ses demandes. Donc en fait, logiquement, tu dois voir plus ou moins comment y répondre. Et si tu peux pas, encore une fois, je pense qu'il faut l'appeler et lui expliquer pourquoi. Souvent, tu as des bonnes raisons. C'est-à-dire, bah, écoute, en fait... une guideline groupe, des choses. Une guideline. Le manager, en fait, ce que tu sais pas, c'est qu'il est payé, vous avez quasiment le même salaire. En fait, tu vois, tu as souvent des bonnes raisons. Et là, le candidat, souvent, il comprend. En fait, souvent, le candidat, ce qu'il veut pas, c'est laisser de l'argent sur la table. À partir du moment où il pense qu'il a laissé de l'argent, il est frustré. Et là, chez lui, s'inscrit un doute qui ne sera jamais résolu, en fait. Et donc, en fait, souvent, tu peux même l'appeler et lui dire, écoute, en fait, je peux pas. J'ai envie, mais je peux pas. Et là, le candidat, il va dire, ok, je suis allé au bout. Je suis au maximum. Je suis au max. Et souvent, tu vas te rendre compte que tout de suite, il laisse. Et nous, dans ce rôle d'intermédiaire, souvent, c'est là où on peut être franchement très utile. En fait, les candidats, ils nous font confiance. Donc, ils m'appellent. Et là, à un moment donné, je lui dis, écoute, stop. Il n'y a plus d'argent sur la table. En fait, tu as tout là. Donc, soit tu y vas, soit tu y vas pas. Mais, et en fait, il sait que moi, je suis objectif. Ok. À partir du moment où il sait ça, bah, maintenant, il sait que c'est go no go. Tant qu'il aura toujours ce doute de... Tu vois, ils sont en train de... Bah, j'ai pas bien négocié. Et même pour lui, c'est... Il clôture pas le dossier. Ouais, puis c'est un peu d'égo, en fait. Parfois, idem pour les entreprises, mais quand même... les entreprises ont quand même une équité à respecter, donc je veux dire, t'as pas un intérêt à faire rentrer quelqu'un à un salaire beaucoup plus bas qui mériterait. Enfin, je veux dire, tu prendrais des risques énormes. Ok. Peut-être une dernière question.
Là, on a parlé de la négociation au closing entre l'entreprise et le candidat. Finalement, comment une entreprise qui utiliserait les services de Club Trust, elle peut te mettre dans les meilleures prédispositions, toi, pour faire ce travail-là? C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qu'il faudrait que tu aies, toi? De quoi tu as besoin pour faire le meilleur job possible pour eux? Moi, j'ai besoin, de ton budget au début, qui soit précis. J'ai besoin que déjà, tu me dises là où tu vas pouvoir aller, pas aller. Ouais. Et surtout, j'ai besoin qu'au moment où tu fais l'offre, que tu me dises ce que tu vas faire. Ok. C'est-à-dire, si moi j'ai dit au candidat, à Romain, 4 fois, tu vas avoir 110 euros, tu veux combien? 110 000 euros, 110 000 euros, 110 000 euros, et qu'à chaque fois, j'ai dit à Romain, rien, entre guillemets, ok, on avance. Et que toi, tu fais 90 et que tu ne me l'as pas dit, là, tu ne me mets pas dans les meilleures conditions. En tout cas, on brise la confiance que toi, tu as créée avec le candidat, et donc, finalement, on peut plus s'appuyer dessus. Alors, c'est ok, si tu me dis, écoute Clément, on sait bien qu'on avait dit 110, par contre on ne pourra pas y aller, mais voilà, il faut juste qu'on amène le point. Pour capitaliser sur la confiance que toi tu as. Exactement, ce que tu ne peux pas faire, c'est, et ça on l'a vu, donc on se met d'accord sur 75, bim, 50. Et juste, attendez les gars, qu'est-ce qui se passe? Et tu vois, tu m'avertis pas, tu envoies au candidat et tu... ok, là, pour moi, ça, c'est des méthodes de poker. Ça peut marcher, mais forcément, tu ne me mets pas dans les bonnes conditions. Ok, super. Écoute, merci beaucoup pour cette petite masterclass négo côté entreprise. On va avancer pour celle des candidats, parce que c'est pas juste de donner des conseils aux entreprises. Allez, à tout de suite. Ouais.